D'abord, bienvenue à tous. Vous êtes un grand nombre aujourd'hui. Bonsoir Naël, Armand, Audrey, Benjamin, Cécile, Christelle, Claire, Daphné, Gladys, Frédéric, Gonisonki, Jacille, Lassad, Laurent, Marilène, Myriam, Olivier, Séverine, Sophie, Tatiana, Wendy. Voilà, il y en a que j'ai eu au téléphone puisque je vous ai proposé cet échange avant le webinaire, et donc j'aurai un petit mot à la fin du webinaire, un petit mot personnalisé pour celles et ceux que j'ai eu au téléphone. Voilà. Alors, vous avez la possibilité d'échanger, donc comme vous l'avez compris, avec le bouton questions-réponses. Comme je l'ai dit aussi à celles et ceux que j'ai eu au téléphone avant, il n'y a pas de chat véritablement. On peut pas utiliser le chat, mais par contre, vous pouvez poser vos questions, et je vous invite à le faire véritablement pendant ma présentation. N'hésitez pas à le faire. Moi, je trouve que c'est plus direct, et puis surtout, on a tendance à oublier ces questions après. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que vous avez, on va dire, l'anonymat des questions, hein. Moi, je reprendrai oralement vos questions puisque les autres ne les voient pas, mais je ne citerai que votre prénom, et donc votre nom n'apparaît pas, bien évidemment. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais donc me lancer dans la présentation. Alors, je vous passe également dans le chat. Alors, juste. Donc, je vais vous mettre un petit message dans le chat, enfin plus exactement que vous allez recevoir par les questions-réponses, avec le lien vers mon agenda, puisque comme je l'ai dit à certains d'entre vous avant ce webinaire, je propose à celles et ceux qui le souhaitent après le webinaire, d'approfondir en fait ce sujet avec moi par téléphone. Et donc, je vous propose de le faire en prenant un rendez-vous qui est un rendez-vous gratuit et sans engagement via mon agenda qui s'affiche donc dans le système de questions-réponses. Voilà. Alors, du coup, je vais partager ma présentation. On va y arriver. Voilà. Et je vais la mettre en grand écran. Voilà. Est-ce que vous voyez ma présentation en grand écran? Ce qui n'est pas sûr. Alors, du coup, j'ai un petit souci. Je suis visiblement en présentation. Je suis en mode présentateur, ce qui ne m'arrange pas. Décidément, les ennuis techniques sont un peu compliqués ce soir. D'habitude, tout se passe bien. Alors, moniteur. Voilà. Alors, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça va mieux. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien la présentation en grand? Alors, oui, c'est en présentation grand écran. Très bien, parfait. Bon, on va y arriver. Donc effectivement, le thème de ce soir, c'est quel projet professionnel pour vous épanouir pleinement en tant que HPI, en tant que multipotentiel. Alors, je précise tout de suite, parce que c'est une question, c'est un sujet extrêmement fréquent que quand je parle de HPI, le HPI c'est haut potentiel intellectuel, et ça se mesure via un test de QI. En l'occurrence, c'est le seul test qui est reconnu scientifiquement, c'est le WAIS 4 pour les adultes. Mais en réalité, ce dont je vais vous parler ce soir, moi, c'est surtout les modes de fonctionnement spécifiques des HPI, et c'est la raison pour laquelle j'utilise à la fois le terme HPI et le terme multipotentiel. En fait, je précise qu'il n'y a pas vraiment d'études scientifiques qui démontrent une forme de corrélation entre le haut potentiel intellectuel et ces modes de fonctionnement dont je vais vous parler. Mais par contre, moi, je constate cette corrélation tous les jours avec le très grand nombre de mes clients en tant que praticien, et en plus je l'ai constaté dans la littérature spécialisée qui fait également ce rapprochement entre HPI et ces modes de fonctionnement dont je vais vous parler. Alors je précise aussi que j'ai longtemps pas du tout aimé ce terme de HPI parce que il induit une forme de supériorité, en tout cas a priori dans l'inconscient collectif, qui selon moi n'existe pas. On est bien d'accord que chaque être humain a une forme d'intelligence, on va dire une forme de singularité. Chacun a une raison d'être sur cette terre.
En plus, parce que le terme HPI est pas tellement explicite, justement par rapport à ces modes de fonctionnement. Et puis aussi parce qu'il véhicule tout un tas de mythes et fausses croyances, comme par exemple le fait que quand on est HPI, c'est synonyme de réussite scolaire, puis de réussite dans sa carrière, ce qui n'est évidemment pas une réalité. A contrario, quand même, je l'utilise parce qu'il a quand même des intérêts. Il est simple, il est connu, il est court. Dans HPI, il y a le P de potentiel, et c'est bien de ça dont on va parler ce soir. C'est de potentiels qui sont pas toujours faciles à transformer, à réaliser. Et puis, il y a quand même le I de intellectuel, et je vais pas dire qu'on parle d'intelligence, mais plutôt de fonctionnement du cerveau. Voilà. Alors, c'est quoi ces modes de fonctionnement dont on parle? Donc d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de HPI? Ben ça, je vous en ai parlé. Je vais vous parler. Alors oui, non, je vais vous en parler en détail avec les modes de fonctionnement. Ensuite, je vais vous parler de quels obstacles pour se définir et pour atteindre votre projet professionnel, pour atteindre les objectifs que vous vous fixez en tant que projet professionnel. Ensuite, je vous parlerai du syndrome de l'imposteur. Je ferai aussi un zoom sur un autre sujet que j'ai pas mis dans le menu. Et puis, comment surtout surmonter tous ces obstacles. Et puis, évidemment, on passera aux questions-réponses. Et je terminerai aussi avant les questions avec les petits messages personnels. Voilà. Alors, ça, c'était la diapo sur le terme HPI. Et en même temps, je jette un œil à vos questions. Ok, très bien, Jacil, pas de problème. Récupération de l'info audio d'un côté, vidéo de l'autre, pas de souci. Voilà. Alors, donc c'est quoi ces modes de fonctionnement, puisque je vous ai dit que j'allais vous en parler? Ben, en fait, je vais distinguer quatre types de modes de fonctionnement. Le fonctionnement d'abord cognitif. Alors, quand on parle d'intelligence cognitive, d'abord, on va parler de une grande capacité et un goût pour le raisonnement. Ensuite, on va parler de capacité d'analyse et de synthèse. Alors, je vais les passer en revue, il y en a beaucoup. Ne vous inquiétez pas, le replay sera diffusé ce soir. Vous aurez l'occasion vraiment de revisiter tout ça. J'ai tendance à parler vite et je m'en excuse, mais si vous avez besoin de revenir sur certaines choses, il y aura aucun souci. Il y a également une grande rapidité cognitive. Alors cette rapidité cognitive va se traduire dans l'observation, dans la vitesse de compréhension et parfois dans la vitesse d'élocution. La preuve avec moi ce soir. Une attirance aussi pour la complexité et la difficulté. Alors je fais pas de commentaires à ce stade, j'y reviendrai un petit peu après et puis vous pourrez poser toutes vos questions. Aussi un goût et une aptitude à apprendre. Et d'ailleurs, j'ai rajouté ce terme sur l'autodidactisme parce que, en effet, c'est vrai que parmi les autodidactes, eh bien, on trouve pas mal de HPI parce que justement, ils ont cette aptitude à apprendre par eux-mêmes, à leur façon, peut-être encore plus que dans un système un peu moulé, un peu cadré, un peu structuré, tel que le système scolaire, parfois. Même si moi je suis un peu le contre-exemple, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident pour les HPI de s'adapter au système scolaire. Ils ont aussi un goût pour l'abstraction. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, une capacité à passer de la pratique à la théorie, capacité à globaliser, à généraliser, à essayer d'imaginer des théories à partir d'une observation. Ils ont aussi une capacité à travailler sur plusieurs sujets, plusieurs projets en simultané. Alors ça n'est pas l'apanage que du HPI, mais c'est aussi une caractéristique du HPI. Alors, deuxième axe, je vais vous parler de l'intelligence émotionnelle. Alors, il y a pas mal de débats sur le sujet. On dit, bah oui, intelligence émotionnelle, sensibilité, etc. D'abord, quand on parle de grande sensibilité, on fait souvent le distinguo avec le HPI. Moi, mon constat, c'est que l'immense majorité, pour pas dire la quasi-totalité des HPI que j'accompagne, ont aussi une sensibilité plus grande. Alors, c'est pour ça que je fais le lien avec intelligence émotionnelle. Et d'ailleurs, je vous le redirai tout à l'heure, mais il commence à y avoir un certain consensus scientifique sur le fait qu'il pourrait y avoir cette corrélation entre sensibilité plus importante et agilité mentale, je vais l'appeler comme ça, même si c'est un sujet extrêmement délicat, j'en conviens. Alors, quand je parle d'intelligence émotionnelle, de quoi je parle? D'abord, cette forte sensibilité qui va se traduire par le fait de ressentir les choses plus fort. Alors attendez, je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà, pardonnez-moi. Ressentir les choses plus fort,
Donc c'est à la fois ressentir les émotions, ressentir les ambiances, ressentir aussi les sens, hein, même si on peut parfois être un petit peu handicapé sur certains sens. Voilà, parfois ça peut être aussi ressentir un peu plus fort la douleur, hein, ça peut être ce genre de choses. Deuxième sujet que j'ai mis, c'est un sens de l'humour un peu aigu et qui va se traduire par du deuxième, du troisième degré. Donc on voit bien que il faut une certaine sensibilité pour aller sur ce genre de choses. Troisième sujet que j'évoque, c'est la forte perception des sentiments d'autrui. Alors, quand je parle de perception des sentiments d'autrui, à la fois ça peut être envahissant, et en même temps, cette perception des sentiments d'autrui qui est plus forte que la moyenne peut être freinée par ce que j'appelle la déconnexion de ses propres émotions. J'en reparlerai un petit peu après. Quatrième sujet, les sentiments passionnés. Et avec les sentiments passionnés, donc les HPI sont souvent des gens qui sont facilement passionnés et qui s'émerveillent facilement. Autre point que je voulais citer, c'est la capacité à envisager une situation sous différents angles. Ça, on pourra y revenir, mais évidemment, ça peut être un grand atout hein, dans la vie professionnelle. C'est aussi donc une ouverture aux expériences nouvelles et donc une forte curiosité. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Non. Troisième axe, pardon, je vais parler d'intelligence relationnelle. Alors, comment ça se traduit sur l'intelligence relationnelle? Eh bien, ça va se traduire d'abord par une propension à la compassion et l'empathie pour les autres. Et donc cette empathie, elle va aussi un peu avec la sensibilité, mais c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre et une capacité à se mettre au service de l'autre. Et j'entends beaucoup de HPI qui me disent oui, mais c'est important pour les autres et qui ont tendance un peu à s'oublier d'une certaine façon. Ça, je vais y revenir. Autre point sur cette intelligence relationnelle, ou on peut l'appeler un peu comme on veut, mais c'est la tendance à poser des questions embarrassantes. Donc, dans sa relation aux autres, il pose beaucoup de questions, mais ces questions peuvent parfois aussi être un peu embarrassantes. C'est aussi une tendance à contester l'autorité en place dans sa relation, par exemple, à l'autorité, à la hiérarchie. Alors, je sais pas pourquoi il y a le cinquième point, ça s'affiche avant le quatrième, mais peu importe. La non-perception aussi de la façon dont il est perçu par les autres. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que bien souvent, les HPI ont du mal à sentir comment ils sont perçus par les autres. Et je vais y revenir après, mais ça vient du fait qu'ils ont tendance à se croire comme les autres, ils se voient comme les autres. Alors l'autre point que je voulais citer effectivement avant, c'est leur grande honnêteté, intégrité, sincérité. Ils peuvent être très directs et bon, en étant très directs, parfois ils peuvent être aussi un petit peu brutaux sans s'en rendre compte. Mais voilà, en tout cas, c'est aussi ces atouts d'honnêteté, d'intégrité, de sincérité. Alors, je vais afficher les deux. Ils ont un sentiment de décalage, de différence et de solitude, et en même temps, c'est le sixième point, le septième point, mais en même temps, ils ont parfois besoin d'isolement et de contemplation. Donc, on voit bien que c'est un sujet qui est complexe et délicat parce que il y a des espèces de contradictions apparentes comme ça, mais qui ne sont pas des contradictions. Ils ont à la fois le besoin de se connecter aux autres, et donc ils ressentent la solitude, mais en même temps, ils ont aussi parfois besoin de s'isoler. Alors, quatrième axe que je voulais évoquer, c'était l'intelligence créative. Et en même temps, je vois qu'il y a une question ou une remarque. Anaël, j'aimerais justement savoir comment nous sommes perçus par les autres, par les normaux pensants, notamment en entreprise. Eh ben, je vais répondre. Oui, alors Laurent qui lève la main, vous pouvez tout à fait, Laurent, mettre votre message directement par le système question-réponse. Il n'y a pas moyen, j'ai pas moyen de vous passer la parole. Hein. Désolé, j'ai un timing tellement serré que je procède toujours comme ça. Donc, Anaël, comment on est perçu par les autres? Ben, on est perçu souvent très différent. En fait, ce que je peux vous dire, Anaël, c'est que alors même que vous croyez être comme les autres vous perçoivent, mais absolument pas comme eux. Voilà, ça c'est d'une façon globale la réponse que je peux vous faire. Après, dans le détail, ça va se traduire plus ou moins fortement suivant les caractéristiques, suivant que vous êtes coloré de telle ou telle caractéristique, et suivant le degré de suradaptation que vous avez mis en place sur certaines caractéristiques ou pas. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Donc Laurent, n'hésitez pas à poser votre question, hein. Vous n'avez pas besoin de lever la main pour ça. Alors, Sophie, mais personne ne m'a jamais fait remonter cette différence. Alors, oui, bien sûr, parce qu'il y a là, justement le phénomène de suradaptation dont je vais vous parler un petit peu après. Et cette suradaptation, elle fait que, en effet,
les HPI peuvent passer un peu inaperçus, en tout cas pendant un certain temps. Le problème, c'est que bien souvent, à un moment donné, cette suradaptation les épuise, ils vont revenir à un petit peu plus à leur personnalité, parfois de façon un peu brutale, et à ce moment-là, ça va apparaître, j'allais dire, comme le nez au milieu du visage, et dans ces cas-là, les gens vont peut-être pas vous faire la remarque, mais en tout cas, ils vont vous faire sentir que c'est difficile pour eux. Marilène, l'incompréhension est dans les deux sens, multipotentiel versus normopensant, je pense. Absolument, on est bien d'accord. On pourrait dire d'une certaine façon que les HPI se sentent un peu comme des martiens sur Terre, au milieu de terriens. Les terriens sont plus nombreux, les martiens sont moins nombreux, mais l'incompréhension, elle est mutuelle, c'est clair. Alors, intelligence créative, j'allais y venir. Premier point, une aptitude et un goût pour l'invention, pour la création. Et dans le même sens aussi, ils ont une grande originalité, une grande imagination dans tous les domaines. Alors certains me disent parfois, oui, mais moi je me sens pas créatif. C'est vrai qu'il y a des théories sur la créativité qui démontrent que le QI est un peu proportionnelle, la créativité est proportionnelle au QI jusqu'à un certain point et qu'après, il n'y a plus forcément cette proportionnalité. En réalité, ce qui se passe, c'est que la créativité des HPI est tellement débordante qu'à un moment donné, ça devient plus socialement acceptable. Alors, je vous le fais en cours, hein, mais c'est ce qui fait que parfois, ils ressentent l'impression de ne pas être créatifs, alors qu'en fait, fondamentalement, ils ont une très très grande imagination. Ils ont aussi une grande curiosité. Ils ont des idées inhabituelles, décalées, on va dire out of the box pour faire un peu à la mode. Et donc forcément, pour l'innovation, c'est extrêmement précieux. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ils ont aussi une capacité à connecter des sujets qui sont a priori opposés, qui sont pas forcément connectés, à marier les concepts. Et donc ça va aussi favoriser la créativité, l'innovation, mais aussi ça va générer de fortes intuitions. Et ces fortes intuitions, bien souvent, les HPI ont beaucoup de mal à leur faire confiance parce que ils se disent mais il y a aucune rationalité derrière. C'est venu tellement rapidement que c'est très difficile pour eux d'assumer ces intuitions. Alors, Audrey, une question sur les critères diagnostiques. Sommes-nous d'accord que le QI élevé ne suffit pas, un QI élevé isolé ne suffit pas à définir la HPI, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ça veut dire un QI élevé isolé? Alors, pour répondre à votre question, la définition officielle du HPI, c'est QI supérieur à 130. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, j'utilise aussi le terme de multipotentiel. Même si vous avez vu sur toutes mes diapos le terme HPI, en réalité, je ne parle pas vraiment de HPI. Je parle de multipotentiel, c'est-à-dire des gens qui ont ces fonctionnalités, ces modes de fonctionnement si différents. Et encore une fois, il n'y a pas d'étude qui a démontré la corrélation entre les deux, mais moi, je la constate sur le terrain. Alors, il faut justement les critères associés dans les autres sphères d'intelligence. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, Audrey, par critères associés. À l'inverse, certains HPI ont un QI mesuré normal à cause, par exemple, de TDA. Alors là, oui, autant j'ai pas bien compris le début de votre question, autant sur cette part de votre question, je vous confirme que, en effet, il y a un certain nombre de HPI qui présentent, on peut dire, une double ou une triple exceptionnalité. Ça peut être le TDAH, ça peut être le spectre autistique, etc. Et dans ces cas-là, eh bien, il faut savoir que le TDAH et ou le spectre autistique peuvent masquer le HPI. Et l'inverse est vrai aussi. C'est ce qui fait qu'effectivement, au test de QI, ils peuvent ne pas, j'allais dire, être détectés. Mais en réalité, il y a d'autres écrits sur le sujet. Il y a beaucoup de débats sur le test du QI qui diraient que, en effet, et c'est peut-être ça votre réponse, les tests tels qu'ils sont faits aujourd'hui, même s'ils sont scientifiquement établis, eh ben, on n'est pas bien sûr qu'ils parlent vraiment de ce que c'est que l'intelligence. L'intelligence en général, est-ce que ça se résume au test de QI? C'est un vaste débat dans lequel je ne veux pas rentrer. Moi, j'estime à mon niveau que l'intelligence est un sujet extrêmement complexe et pour avoir passé le test de QI, j'ai le sentiment que c'est assez limité comme type de mesure de QI. On est quand même limité essentiellement sur la mesure d'intelligence logico-mathématique et linguistique. Mais il y a des tas d'autres formes d'intelligence qu'on ne mesure pas par les tests officiels de QI.
Moi, je le trouve très limité, oui. Ben oui, voilà, donc on est d'accord. Alors, je continue parce que je vais être en retard, comme d'habitude. Qu'est-ce que j'avais à dire, voilà, sur le sujet? Alors, autre caractéristique qui rentre pas forcément dans les quatre catégories que je vous ai évoquées. Oui, alors, Christelle, je vois des HPI sans pensée arborescente. La notion de pensée arborescente n'a pas de validité scientifique, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à dire, bah oui, effectivement, à partir d'un certain QI, il y a une forme de fonctionnement arborescent. Moi, ce que je crois fondamentalement sur ce sujet, c'est que cette pensée arborescente, ou en tout cas, le terme arborescent est un terme qui illustre assez bien quand même ce qui se passe concrètement dans notre vie en général, comme par exemple quand on est capable de penser à plusieurs sujets en même temps, quand on part dans plusieurs directions à la fois, quand on réfléchit, quand on fait plusieurs sujets à la fois, il y a une forme arborescente. Quand on m'a parlé la première fois de mind mapping, de carte mentale, de caractéristiques, on est dans l'arborescence, et bien pour moi c'était une telle évidence que j'ai dit bah ok d'accord mais so what quoi. J'avais l'impression de pas qu'il découvrait un peu quelque chose qui était évident. Donc en ça, je dirais que ce terme arborescent, je trouve assez intéressant. Après des HPI sans penser arborescent, je ne sais pas. Ça je peux pas dire. Donc les autres caractéristiques, c'est quoi? C'est une forte humilité. Pourquoi une forte humilité? Bah parce que justement, ils ont cette capacité à apprendre, à se remettre en cause, leur haut niveau d'exigence. Je vais y revenir un petit peu après. Et donc tout ça combiné fait qu'ils ont tendance à avoir un recul sur eux-mêmes. Un peu comme Socrate qui disait, bah, je sais que je ne sais rien d'une certaine façon. Cette humilité, on va voir qu'elle peut avoir des conséquences assez importantes. Elle est positive par certains aspects, un peu moins par d'autres. Ils ont un fort besoin d'autonomie et de liberté mais aussi de connexion aux autres en même temps. Donc on voit bien hein, cette complexité du sujet. Ils ont un très haut niveau d'exigence qui peut confiner au perfectionnisme parfois. Alors ça peut être formidable pour certains dans certaines situations, dans d'autres ça peut être plus compliqué. Ils sont préoccupés par la recherche de vérité et la quête de sens. Ils aiment aussi les défis. Alors, ce que j'appelle la prise de risque, c'est une prise de risque calculée. Ils sont toujours dans le calcul, ils sont souvent dans le calcul, et de ce point de vue, ils aiment avancer dans des terra incognita à partir du moment où les choses sont préparées, où les choses sont calculées. C'est pas des têtes brûlées pour être plus clair. Autre caractéristique, ils supportent pas l'injustice. Ils supportent pas la malhonnêteté, le manque d'intégrité, l'incompétence. C'est difficile aussi pour eux quand les gens sont des imposteurs, on pourrait dire, même si eux-mêmes ressentent ce sentiment d'imposture. Hein, et j'y vois pas forcément de contradiction. Ils sont aussi très visionnaires, très intuitifs. Ça, je vous l'ai déjà dit. Ils sont aptes, très aptes à la prospective et l'anticipation. Et puis, enfin, ils ont une grande énergie, même si quand ils arrivent en bout d'énergie, eh ben, ils peuvent être complètement KO et ils ont besoin de se ressourcer. Voilà ce que je pouvais dire sur les caractéristiques. Alors, je jette un œil aux questions. Oui, perfectionnisme à outrance, Marilène. Quel pourcentage de la population? Alors, c'est toute la question. Quand on regarde le QI supérieur à 130, par construction, c'est 2,3% de la population. Enfin, par construction théorique, puisque c'est une courbe de Gauss. Et on sait bien que la population, peut-être qu'elle ne suit pas exactement une courbe de Gauss. Mais en gros, c'est ça. 2,3% de la population. Moi, mon avis, c'est qu'en fait, c'est sans doute un peu plus parce que en réalité, ces modes de fonctionnement, on les trouve. Alors, en fait, cette notion de multipotentialité, c'est un continuum, de la même façon que le QI. Donc, comme c'est un continuum, eh bien, j'ai envie de dire que même si des personnes ont 125 de QI, probablement qu'elles ont une coloration assez significative sur tous ces modes de fonctionnement. Anne-Sophie, j'ai du mal à croire que ces caractéristiques ne sont pas communes à plein de monde. Eh oui, je vous apprends, Anne-Sophie, désolé, que tout ça, ça n'est pas du tout, du tout, du tout commun à la population. Et si je montrais ça, si vous montrez ça à des neurotypiques, vous allez voir leur réaction. Ils vont vous regarder avec des yeux ronds. Anaël, alors pour répondre à la question de tout à l'heure, votre psy vous a indiqué que certaines personnes qui avaient un QI supérieur à 130 ou un peu plus, mais que ce n'est pas systématiquement révélateur d'un HPI, par exemple, une vitesse de traitement rapide. Bah oui, c'est toute la question hein, de la validité du test, hein, on est bien d'accord. Alors Bernard, la pensée en arborescence, quand un HPI la pratique en face d'un non-HPI, on ne se comprend pas. Bah oui, comme plein d'autres choses. Pour moi, la carte mentale est en 3 dimensions et les liens, il y en a tellement que c'est une toile d'araignée et pas une carte. Bah oui. Merci Bernard.
Marilyn, je confirme, je pensais la même chose qu'Anne-Sophie, mais la réalité est tout autre. Eh oui. Sophie, moi aussi, la carte mentale, j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est si puissant comme outil. C'est juste basique. Bah ouais, voilà. Alors, j'ai évoqué les autres caractéristiques. Alors maintenant, je vais parler de vos obstacles et de vos freins, parce que c'est ça qui vous intéresse pour pouvoir avancer dans vos projets professionnels. Alors, en fait, toutes ces caractéristiques, elles se combinent entre elles. Elles ont diverses conséquences dans le contexte professionnel et personnel. Je vais vous en citer quelques-unes, les principales, mais en réalité, c'est bien plus complexe, bien plus subtil que ça. J'allais dire à l'image de vos personnalités. Alors, premier obstacle, eh bien, c'est l'éclectisme, la dispersion. Alors, en quoi c'est un obstacle? Bah parce que oui, effectivement, les HPI s'intéressent à tout, presque tout. Ils peuvent s'intéresser au domaine technique, aux compétences humaines, au sport, à l'art, à la politique. Au sein d'un même domaine, ils peuvent s'intéresser à diverses branches. Si par exemple ils s'intéressent à la technologie, ça va être aussi bien la biologie, le numérique, la physique quantique, l'astrophysique, la médecine, les neurosciences. Et puis, ben, en fait, du point de vue de la majorité des personnes, les normaux-pensants, comme on dit, j'ai horreur de ce terme, eh bien, cet éclectisme, il est perçu comme de la dispersion. Et j'insiste sur le fait que c'est une perception. C'est-à-dire que si vous déclarez que vous êtes dispersé, eh bien, vous allez quelque part considérer que c'est un défaut à gommer. Mais en réalité, c'est peut-être pas qu'un défaut. On va y revenir. Ça vous donne en fait le sentiment de ne pas pouvoir vous focaliser. C'est d'autant plus vrai, notamment pour un indépendant. Alors je sais que vous êtes là plutôt dans une logique salariale, mais si vous avez réfléchi ou si déjà vous avez été indépendant, vous savez ce que c'est la difficulté de vous focaliser sur une cible, voilà, de vous positionner sur, de cibler votre positionnement marketing. Et je suis bien placé pour pouvoir en parler. Ça a été un sujet assez difficile. Quand j'ai quitté mon dernier emploi en 2015. J'étais totalement dans le brouillard et en fait j'avais des projets aussi bien dans le conseil en innovation, puis après ça a été dans les pédagogies innovantes, dans le coaching, dans le développement durable. Je voulais reprendre une entreprise industrielle. Enfin, ça partait dans tous les domaines et en fait quand j'étais salarié, un des domaines dans lesquels je m'étais lancé, c'était l'aviation d'affaires. Donc ça partait dans tous les sens, vraiment très difficile. Alors il y a quelques questions euh, ou remarques. Voyons. Christelle, est-ce que le fait qu'on soit souvent dans les familles HPI, TDAH, fait qu'on ne comprend pas que les autres peuvent être différents? Bien sûr, il y a un côté génétique, il y a une part génétique, hein, il y a une part de génétique, de reproduction génétique dans le HPI. Et donc forcément, si on est entouré de HPI dans sa famille, le jour où on est, on va dire, en dehors de sa famille, de son environnement un peu habituel et normal, eh ben, du coup, on se sent anormal, effectivement. Et il y a incompréhension. Alors, Goni Sonki, quel est le QI le plus élevé qui existe? Est-ce que c'est possible d'avoir un QI de 175? Oui. Je ne sais pas quel est le QI le plus élevé. Je ne sais même pas s'il y a un maximum. J'en sais rien. Je peux pas vous dire. Je crois avoir vu des QI de plus de 180, 190, mais je ne saurais pas vous dire jusqu'où ça va. Oui, Marilyn, indépendante et trois métiers. Armand, c'est grave si je possède 90% de vos caractéristiques citées. Bah, à mon avis, vous pouvez poser la question, enfin je peux poser la question à tout le monde, vous êtes à peu près tous dans ce cas-là, hein, soyez rassurés. Rassurés ou pas d'ailleurs. Anne-Sophie, quand j'ai participé à un icebreaker, j'ai nommé ma biographie Unfocused. Plusieurs personnes ont hoché la tête. Ben voilà, très bien, et vous ont reconnu. En fait, elles vous avez sans doute reconnu depuis un petit moment. Alors Bernard, le blitz, le brouillard, oui, je suis dedans. Et je vous dis, Bernard, soyez rassurés, il n'y a rien il y a aucune fatalité à ce brouillard, on peut en sortir. Euh, voilà, Marilène qui confirme qu'elle est comme vous, Bernard ou Albert, je ne sais plus, Bernard ou Armand qui disait 80, qui cochait 90% des choses. Voilà. Alors, l'éclectisme, bah voilà, je vous en ai parlé. La suradaptation, c'est un terme que vous avez sans doute déjà entendu. Qu'est-ce que c'est cette suradaptation? Ben, c'est cette tendance à vous adapter en permanence aux autres, au point de ne plus savoir quels sont vos besoins, vos attentes, et voire même votre personnalité. Alors c'est dû à quoi? Empathie surdéveloppée, besoin de se sentir accepté et intégré, alors que justement ça n'est pas le cas. Capacité d'adaptation très forte et d'agilité. Vous êtes même des champions de l'adaptation. Souvent j'utilise l'image du caméléon. Donc vous développez très tôt ces tactiques d'adaptation.
D'où cette suradaptation. C'est aussi ce que j'appelle le syndrome du vilain petit canard, hein, en référence au conte d'Andersen du même nom. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça doit parler à certains d'entre vous. Alors, comment ça se traduit concrètement? Sur vos modes de fonctionnement, vous oubliez très vite vos modes de fonctionnement naturels et authentiques. Et vous avez tendance à adopter les modes de fonctionnement de la majorité. D'où le fait de considérer vos modes de fonctionnement comme des défauts à gommer. Mais tout ça, ça vous conduit, un, à l'épuisement, deux, à la sous-performance, trois, à la frustration. Ça fait quand même beaucoup, hein, c'est payé cher, cette suradaptation. Alors, une question en même temps, ou remarque, j'essaye d'avancer. Ouais, burn-out, ben voilà. Alors, quoi dire d'autre sur la suradaptation? Ce processus se produit très très tôt dans votre vie. Donc, du coup, vous n'en avez pas conscience. Et une fois adulte, eh ben, les plis sont tellement marqués que c'est difficile de s'en débarrasser. Voilà. Alors la suite de ça, c'est quoi? Vous vous coupez de vos émotions. Alors, en quoi vous vous coupez de vos émotions? Bah oui, parce que comme je disais, vous avez une tellement forte sensibilité que les émotions que vous vivez, qui sont quand même majoritairement des émotions négatives. Pourquoi des émotions négatives? Parce qu'en fait, vous vivez beaucoup de frustration. Frustration de pas aller assez vite, de pas être compris, de pas être accepté. J'en passe et des meilleurs, de pas arriver à vos fins, à votre niveau d'exigence. Cette frustration, c'est quoi? C'est la colère. Et puis, vous avez assez facilement ce recul sur vous-même, cette autocritique, donc c'est plutôt de la tristesse. On pourrait parler même de dépression parfois. Toutes ces émotions négatives, eh bien, c'est tellement difficile de les vivre parfois, y compris, et j'ajoute le fait d'être souvent sujet des manipulateurs pervers, eh bien, vous pouvez vous couper de vos émotions. Or, se couper de vos émotions, eh bien, ça vous empêche, ça vous coupe d'informations absolument capitales pour définir justement quel serait votre projet. Souvent, quand j'entends les gens me dire, mais les HPI me dire, mais Cyril, moi, je suis paumé parce que ça part dans tous les sens. Ok, mais si tu te reconnectais à tes émotions, à ce moment-là, peut-être que cette dispersion, eh ben, tu arriverais quand même à la canaliser vers un projet qui vraiment te donne envie de te lever le matin. J'ai un exemple très concret, une femme entrepreneur qui était brillante, dont sa famille, elle attendait qu'elle fasse de grandes études. Alors c'était notamment un métier comme médecin. Mais en fait, au fond d'elle-même, elle souhaitait depuis toute petite devenir chanteuse. Et en fait, ce n'est que quand elle m'a sollicité en coaching, elle avait plus de 40 ans, que je l'ai aidé à se reconnecter à ses émotions. Et à ce moment-là, elle s'est autorisée à repartir vers le chant. Donc vous imaginez un petit peu toute cette frustration accumulée depuis autant d'années. Leurs projets aussi sont très atypiques. Alors, en quoi ils sont atypiques? Ben, parce que les HPI imaginent des postes qui sont ultra polyvalents, des missions complexes, des environnements et des projets multiples, évolutifs, avec beaucoup de transversalité. C'est tout l'inverse de ce que cherche la majorité et de ce que proposent les entreprises. Et quand les entreprises proposent ça, en général, c'est pas toujours une réalité. Il y a un peu de washing, de je sais pas quoi, hein, c'est-à-dire de dorure sur la présentation du poste. Voilà. Donc, et parfois aussi, on a tendance, nous, à surinterpréter, c'est-à-dire que on voit entre les lignes, on imagine que forcément les entreprises pensent comme nous, donc ils vont forcément nous proposer des postes comme ça, sauf que c'est pas la réalité. Et quand ils candidatent, eh ben, ils vont chercher les HPI à mettre en avant justement le maximum d'expérience, de certification professionnelle, en imaginant que ça va vraiment convaincre les recruteurs. En fait, c'est pas du tout le cas. Parce que autant les HPI voient cette complexité et cette multiplicité comme un atout, autant les recruteurs, ils voient ça comme plutôt inquiétant. Ils se disent, ouh là 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 là, c'est louche. Moi, j'aime pas trop les gens qui sont spécialistes de tout. En fait, ils sont spécialistes de rien du tout. Alors, question-réponse. En même temps, je jette un œil à mon timing. Bernard, j'ai longtemps cru que comme introverti, j'étais un handicapé social, mais c'est le côté HPI qui de temps en temps me met dans le mur. Je n'ai aucun problème à parler devant 1000 personnes. Ben voilà. Merci Bernard, c'est génial votre témoignage. Audrey, un exemple très rigolo, je n'ai pas d'écriture propre car j'ai toujours eu tendance à copier sur les autres dès que j'en trouvais une qui me plaisait. Excellent. Merci Audrey pour cet exemple, c'est vraiment très parlant. J'ai été coupé de moi pendant 4 ans après avoir été la victime d'un pervers narcissique. Ben oui. Mais comment on fait pour se reconnecter à ses émotions? Eh bien, c'est tout l'objet de l'accompagnement. Je n'aurai pas assez de temps dans le webinaire pour vous en parler. Je vais quand même vous donner quelques pistes. Et comment on fait pour choisir? Quand choisir, c'est forcément renoncer à autre chose. Je vais vous en parler.
Voilà. Alors les projets atypiques, j'avance. Ils abandonnent vite. Ben oui. Pourquoi ils abandonnent vite? Comme je dis souvent, ils ont tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. Ils vont vite en tout en fait, hein. Ils vont vite dans le fait de se lancer, ils vont vite dans le fait d'arrêter. J'ai un exemple d'un ingénieur que j'ai accompagné à plusieurs de reprises dans sa carrière. En fait, il a tout complètement changé d'orientation. Il cumulait à chaque fois plusieurs changements radicaux. Et en fait, ce qu'il m'a dit, c'est que non seulement ces grands coups de barre à droite et ces grands coups de barre à gauche l'avaient amené dans des situations un peu difficiles, voire des situations d'échec, mais en plus, il n'avait pas vraiment pu tirer d'enseignement de tout ça, parce qu'en fait, il savait pas parmi les deux, trois ou quatre changements qui cumulaient à la fois, lequel n'était pas bon ou lesquels n'étaient pas bons et lesquels étaient plutôt positifs. Donc on voit bien que c'est pas forcément positif. Voilà. Et en fait, si en plus une majorité de leur entourage leur envoie une image négative de leur non-réussite, eh ben, ça va renforcer encore plus leur envie d'abandonner et de changer complètement tout, quoi. Donc c'est ça aussi qui fait qu'ils sont un peu dans un balancier entre ce que leur disent les gens et ce qu'ils pensent eux-mêmes. Voilà. Alors, autre raison qui fait que c'est difficile, eh ben, ils pensent ne jamais être prêts. Alors, j'ai utilisé cette image d'un artiste qui se maquille pour voilà, mais on pourrait penser à quelqu'un qui se maquille justement en vue d'une soirée. Bah oui, effectivement, ils ont tendance à ne jamais se penser prêts. En fait, ils ont un haut niveau d'exigence, ils ont tendance à être perfectionnistes, ils adorent apprendre, et donc c'est très facile pour eux de se dire, bah non, ce serait bien encore d'acquérir une compétence de plus. Alors moi, quand je me suis lancé, autant vous dire, j'ai fait toutes les formations de la Terre. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, jamais je pourrais tout faire. Jamais je ne pourrais tout maîtriser. Donc à un moment donné, je me suis dit, ben mon gars, il va falloir te lancer. Alors je regrette rien, hein, toutes ces formations, elles sont toutes utiles, hein, mais j'aurais pu me lancer avant. Et en fait, derrière cette addiction à me former se cachait aussi une autre peur, c'était la peur d'aller me vendre, la peur d'aller me mettre en avant. Ça, c'était pas facile. Bon, mais ça, j'en parle pas trop parce que c'est plutôt destiné aux entrepreneurs. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, alors le même processus existe, le fait de jamais être prêt quand il s'agit de solliciter une promotion auprès de sa hiérarchie. Autant vous dire que ça, c'est pareil, hein. Ah ben non, non, je vais attendre vraiment d'avoir un super truc, tout va bien, etc. Dernier frein, leur cerveau envahissant les freine dans l'action. Bah oui, parce que votre cerveau est tellement actif que parfois il est hyper actif. D'où l'image de ce hamster dans sa roue qui tourne en continu. Et à un moment donné, c'est plus très pour quelle raison il tourne, hein. Voilà. Alors pourquoi il tourne? Bah, parce qu'il adore penser et donc ça mange sur le temps d'action, mais aussi parce que ces pensées vous conduisent à imaginer tout ce qui pourrait mal tourner dans l'action. Et donc ça vous imagine, c'est ça aussi, ça vous freine dans l'action. Alors je vous avais dit que je vous parlerais du syndrome de l'imposteur. Un petit zoom là-dessus. Plusieurs ingrédients dans la marmite. Haut niveau d'exigence. Sentiment d'être toujours en décalage. Incompris, rejeté. Je vous ai dit aussi besoin d'être connecté aux autres. La peur de l'échec et de ses conséquences potentielles. La sensibilité à la valeur de l'honnêteté et la sincérité. C'est-à-dire, si je suis honnête avec moi-même, non, non, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas légitime. Donc, syndrome de l'imposteur. Donc ça, ce syndrome de l'imposteur, eh bien, c'est extrêmement bloquant. Parce que là encore, on se sent jamais prêt. On est jamais légitime, donc on n'y va jamais. Alors, question-réponse. Euh, Anaël. Bernard, c'est juste que paradoxalement, on peut être sociable, mais on a besoin de moments tranquilles pour se recentrer. Absolument. Merci, Anaël. Il faudrait que je vous sollicite, Anaël, comme co-animatrice de mon webinaire pour une prochaine fois. Marilène, tu peux pas être normal. Ai-je entendu souvent, je déteste ce terme du coup. Bah oui. Et je vous confirme, Marilène, vous êtes anormal du point de vue mathématique. C'est-à-dire, vous n'êtes pas dans la norme. Mais cette anormalité n'a rien d'amoral, n'a rien d'anormal au sens moral du terme, au sens du bien ou du mal. Voilà, c'est ça que je voudrais vraiment, le message que je voudrais vous faire passer. Oui, Marilène, effectivement, le syndrome de l'imposteur, ça s'identifie au faux self, hein, bien évidemment. La norme du nombre, oui, tout à fait. Merci. Merci pour cette précision.
Et Bernard, mon problème, vendre. Je donne souvent la solution avant de commencer. Alors, ben, ça, c'est un sujet dont je pourrais reparler, mais avec un petit peu plus de temps. Alors, autre sujet, je parle aussi du déni de différence. Alors, c'est quoi le déni de différence? Ben, c'est en fait énormément de HPI me disent, mais en fait, je me reconnais dans tout ce que vous décrivez. Mais par contre, je ne suis pas HPI, hein. Ah non, 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 ça, je ne suis pas HPI. Donc, j'ai même, alors je vais vous citer un exemple, je vais me permettre. J'ai quelqu'un que j'ai eu inscrit à ce webinaire ce soir, que j'ai eu au téléphone, qui a accepté de répondre à ma sollicitation de rendez-vous téléphonique avant le webinaire. Et ça s'est très bien passé. Il m'a dit vraiment, je suis très content parce que j'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Et puis, on se reparlera après le webinaire et tout. Et juste avant le webinaire, il m'envoie un petit mail. Il me dit, en gros, en substance, merci encore Cyril pour l'échange. C'était vraiment très riche. Mais je ne me considère pas comme HPI, donc je considère que ce n'est pas pertinent pour moi d'assister au webinaire. Voilà. Et je pense que ça résume bien toute la question, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Ben, si on est dans ce déni de différence, alors d'ailleurs j'avais des petites choses à afficher. Voilà, être différent, c'est risquer d'être rejeté. Être différent, ben, c'est rentrer dans une case. Ils ont horreur d'être dans des cases, les HPI. Être différent, c'est paraître prétentieux. Ils ont horreur de ça. Et en plus, ils n'ont pas forcément réussi à l'école ou dans leur carrière. Donc, comment voulez-vous que je sois HPI? Ben oui, mais si je ne suis pas HPI, je n'investigue pas le sujet. Si je n'investigue pas le sujet, je ne peux pas avancer dans ma compréhension et dans le fait de transformer ça en atout. Alors, on y arrive aux solutions parce que là, il est 43 et j'ai pas mal de retard. Voilà. Et puis, en plus, il y a la suradaptation. Alors, c'est quoi les clés pour surmonter ces obstacles? Première clé, c'est d'apprendre à mieux vous connaître. Alors, ça peut sembler très basique, hein, mais en réalité, puisque justement vous n'avez pas investigué ce sujet, ou en tout cas peut-être pas suffisamment, vous l'avez mis de côté, vous l'avez un peu enfoui, et je sais bien ce que c'est, parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, et je l'ai enfoui 55 ans, donc je peux vous dire, moi j'ai 60 ans aujourd'hui. Donc voilà, je l'ai enfoui très 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 longtemps. Et ben tant que vous l'investiguez, tant que vous n'investiguez pas, vous ne pouvez pas apprendre à vous connaître et vous pouvez pas. C'est un peu comme si vous aviez acheté. Alors pardonnez le parallèle. Hein, vous avez acheté une Ferrari, mais vous n'avez pas le mode d'emploi. Ben c'est un peu la même chose. Alors des questions, des questions, des questions. Le problème, c'est que dans les croyances collectives, HPI égale génie. Oui, je suis d'accord, effectivement, et cette notion de génie est très, très, très subjective, très subjective. Mais il n'empêche quand même que on peut dire d'une certaine façon on a des formes géniales dans certains domaines. Donc autant ne pas s'en priver. Et c'est ça, c'est bien ça l'objet du message de ce soir. C'est comment vous pouvez acceptez l'idée que vous avez une certaine forme de génie, désolé, hein, une certaine forme de puissance dans certains domaines. Peut-être des handicaps dans d'autres, mais vous avez quand même une certaine puissance dans certains domaines. Et l'idée pour vous, c'est d'apprendre à l'apprivoiser, à l'assumer. Et c'est bien ça l'objet du deuxième message, c'est mieux vous accepter, mieux vous assumer. Alors ça peut sembler complètement contre-intuitif, puisque justement, en vous assumant ou en étant vous-même, vous avez remarqué à quel point vous étiez rejeté. Donc très vite, vous vous êtes suradapté. Alors, je peux pas rentrer trop dans le détail, mais je peux vous dire que véritablement la clé, elle est là. C'est d'apprendre à vous assumer et en vous assumant, à ce moment-là, votre capacité d'adaptation sera beaucoup plus adaptée, ajustée, efficace et peut-être aussi un peu moins forte. Autre point, restaurer votre estime de vous. Ben oui, parce que syndrome d'imposteur, remise en cause, le doute permanent. J'ai coaché cet après-midi quelqu'un qui m'a parlé du doute en permanence. Et le doute, le doute, le doute, et le doute qui me fait douter, et la peur du doute et le doute de la peur. Enfin bon, c'est une horreur. Tout ça, c'est un problème d'estime de soi. C'est quoi l'estime de soi? C'est la valeur que vous vous attribuez. Et la difficulté sur ce sujet, c'est que travailler sur votre estime de vous avec des tactiques classiques, ça ne fonctionne pas. Il faut utiliser des tactiques spécifiques au HPI. Et ça, ça suppose de vous faire accompagner par quelqu'un qui est lui-même HPI. Reconnecter à ses émotions. Alors, se reconnecter à ses émotions, je suis d'accord, ce n'est pas facile. Je sais plus qui a posé la question. C'est, comment dirais-je, je crois que c'était Anaël. Qu'est-ce que j'ai comme petit commentaire sur ce sujet-là? D'abord, c'est un apprentissage progressif. Il faut être patient et accepter l'échec, accepter l'idée que c'est pas tout de suite. Aussi, n'essayez pas trop de faire seul. Pourquoi? Parce que si vous le faites seul, ça va vous rappeler vos émotions négatives enfouies
Et votre cerveau, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir le réflexe immédiatement de vous freiner. Donc, vous avez besoin d'un accompagnement. C'est un peu comme si on vous disait, bah, j'ai peur des araignées, mais j'ai quand même besoin de traverser ce passage où il y a des araignées. Bon, bah, et si vous le faites accompagner, ce sera un peu plus facile. Dans mon cas, l'émotion principale, c'était la colère. Autant vous dire que c'était vraiment pas facile. Et moi, il m'a fallu du temps, hein. Je me suis formé aux émotions, j'étais formé en psychologie positive, j'ai été formateur en psychologie positive, donc sur ces questions d'émotions. Et pour autant, j'avais toujours du mal à avancer sur mes émotions. Eh ben, comme quoi, il a fallu que, à un moment donné, je me fasse aussi accompagner par d'autres coachs qui étaient très très rodés avec leurs émotions, qui étaient beaucoup plus à l'aise. Alors, des fois, il fallait aussi que certains comprennent à quel point j'étais mal à l'aise avec ce sujet pour pouvoir m'accompagner progressivement. Voilà, donc c'est pas seulement une histoire de reconnexion mentale, mais c'est aussi une reconnexion émotionnelle et incarnée, si je puis dire. Alors, il y a plein de questions, donc on va aller les voir, parce que sinon, je vais pas pouvoir y répondre. Christelle, montrer ce que l'on est, c'est pour de nombreuses personnes être prétentieux ou arrogant, alors qu'on fait tout ce qu'on peut pour ne pas l'être. Oui, et en même temps, euh, vous avez le droit d'être vous-même. Donc, encore une fois, ça n'est qu'une question de perception extérieure. Si les autres vous perçoivent comme arrogante, eh bien, j'ai envie de dire, euh, c'est leur point de vue. Après, je suis convaincu aussi que nous devenons indirectement, nous sommes moins perçus comme arrogants si nous sommes plus ancrés en nous-mêmes, si nous avons moins besoin de prouver quelque chose aux autres. Voilà, c'est peut-être le message que je pourrais vous donner. Audrey, le yoga m'a beaucoup aidé pour la reconnexion. Oui, et passer par le corps est très efficace, je suis d'accord, effectivement. Le corps est un élément extrêmement important, non seulement par rapport aux émotions, mais aussi par rapport à l'estime de soi. Psychothérapie par EMDR aussi, qui peut marcher. Voilà, je crois que, enfin, il n'y a pas de une seule technique, il y en a plein, hein. Canaliser votre cerveau, bah oui. Alors vous allez me dire, c'est un peu la schizophrénie parce que c'est un peu demander à votre cerveau de contrôler son cerveau. Eh ben, première technique, développer vos activités physiques justement. Ça tombe bien qu'il y ait des coureurs sur la photo à droite. Vous ancrez dans le corps. Une activité de type fond, une activité de fond mais intense. Marche, course, vélo, natation qui nécessite un engagement assez intense. Aussi, utilisez votre cerveau sur des activités ludiques. Qui va dépenser son énergie. Moi, c'est les jeux de société, les mots croisés, les sudoku, voilà, quand j'ai besoin de le calmer. C'est aussi d'apprendre à votre cerveau à mieux comprendre comment il fonctionne. Et du coup, il va s'auto-réguler comme ça. C'est aussi de concentrer votre attention sur les autres. Alors c'est déjà ce que vous faites, mais j'ai un exemple concret. Quand je faisais de la haute montagne et que j'avais mon cerveau qui tournait en boucle comme ça, mon guide m'a dit, écoute Cyril, tu vas te mettre en dernier et tu vas t'occuper des derniers dans la cordée. Et en m'occupant des derniers, eh ben, je psychotais moins sur moi-même. Voilà. Et puis enfin, dernier point, dernier conseil, ne jugez pas ce fonctionnement bouillonnant. Alors, je sais que je suis en retard, et désolé par avance s'il y en a qui doivent partir. Je vais terminer avec un petit peu de retard, environ 5-10 minutes, mais je voudrais quand même aller au bout des choses pour ne vraiment pas louper tous les messages que je voulais vous faire passer. Par avance, je m'en excuse. Voilà. Et puis le dernier point, ajuster. Alors c'est pas le dernier point, ajuster vos croyances. Ben oui, parce que vous avez non seulement des croyances. Par exemple, la croyance. Moi, j'avais une cliente qui avait la croyance que pour réussir dans la vie, il fallait qu'elle se prouve à elle-même qu'elle était capable de travailler avec des personnes qui étaient opposées à elle. Et donc, elle choisissait systématiquement des environnements de travail qui étaient tellement difficiles qu'ils étaient quasiment toxiques pour elle. Bon, ben voilà, voilà un type de croyance limitante qui l'empêchait d'avancer. En fait, elle a compris qu'elle avait besoin de pas trop s'éloigner de ces modes de fonctionnement dans son environnement de travail. Même si elle aime bien toujours les challenges, on est d'accord. Et puis, vous avez aussi des biais cognitifs. Par exemple, ce biais d'attribution de vos échecs et de vos réussites. Vous avez tendance à vous attribuer 100% de vos échecs, 0% de vos réussites. Et puis, il y a un autre biais que vous avez, peut-être, c'est le fameux déni de différence dont je vous ai parlé. Voilà. Alors, pour tout ça, comment on fait? Eh ben, il faut se faire accompagner. Alors, vous allez me dire, c'est un peu facile comme message. Je joue pour ma paroisse, mais encore une fois, moi, j'ai perdu des années, je peux dire, j'ai perdu peut-être 5 ans par le fait que je ne savais pas que j'étais HPI et que je me suis fait accompagner par des tas de coachs, mais qui n'étaient pas HPI. Donc, à chaque fois, je disais, ils sont géniaux, mais je sortais de là, j'avais pas avancé. Si j'avais eu la conscience que me faire accompagner par un coach HPI, par une coach HPI, mais j'aurais gagné des années.
Et j'aurais rêvé ça. Donc c'est ça que je voudrais, vraiment le message que je voudrais vous faire passer ce soir. Alors, concrètement, comment ça se passe? Bah, deux types d'accompagnement, individuel et collectif. Donc, alors, je vais pas rentrer trop dans le détail. Concernant le coaching individuel, c'est des coachings qui vont très vite, hein. C'est autant un coaching classique va prendre 10 séances, autant un coaching de HPI, c'est plutôt 5 à 7 séances. C'est des séances d'1h30 toutes les 2 à 3 semaines. Et les spécificités de ce coaching, bah, d'abord, c'est un coaching qui est très comment dirais-je, incarné de votre fonctionnement, parce que moi-même, j'ai vécu tout ce que vous avez vécu, hein. C'est aussi une fluidité mentale à mon niveau, hein, qui me permet de suivre à la fois vos raisonnements qui partent dans tous les sens, mais tout en sachant vous recadrer. Alors ça, c'est très important de vous laisser à la fois partir dans votre arborescence, mais de temps en temps de vous recadrer et de savoir à quel moment. Et ça, c'est mon intuition. Alors, je dirais que je pratique un coaching qui est très intuitif au sens où j'utilise mes intuitions pour vous aider à y voir clair dans vos situations, mais aussi où je vous accompagne à refaire confiance aux vôtres. Et puis aussi, c'est aussi une combinaison d'exigence et de bienveillance. Vous avez besoin d'exigence pour répondre à vos propres niveaux d'exigence, mais vous avez besoin de bienveillance parce que vous êtes tellement dans l'auto-jugement et l'auto-sabotage que vous avez besoin aussi qu'on vous encourage. Et puis c'est aussi une aptitude à convoquer mes propres émotions pour vous aider à libérer les vôtres et à gérer les vôtres. Et comme je dis souvent, on ne peut pas accueillir les émotions des autres si on n'a pas déjà assez d'espace pour les siennes. D'où l'importance d'avoir travaillé sur les miennes. Et puis, peut-être une dernière spécificité qui est peut-être un peu spécifique à ma personnalité plus qu'au HPI, c'est une capacité à rêver à voix haute pour vous permettre d'atteindre tous vos objectifs et de réaliser vos rêves les plus fous. Voilà. Et puis, vous avez vu qu'il y a une image de collectif. Eh bien, c'est quoi ce collectif? Eh bien, c'est ce que j'appelle la masterclass. Alors, la masterclass, c'est quoi? C'est une formation action. Et en quoi elle est complémentaire du coaching individuel? Alors, je crois que j'ai une petite diapo là-dessus. Bah d'abord, c'est la dynamique de groupe et la. Alors, d'abord, je vais parler des. Le contenu, c'est quoi? C'est comprendre les modes de fonctionnement spécifiques des HPI et en faire une force. Donc, on rentre beaucoup plus dans le détail que ce que je vous ai évoqué, mais surtout, je convoque tous les atouts de chacun de ces modes de fonctionnement. Euh, Autre point, c'est l'intérêt, c'est de bénéficier d'un bilan personnalisé, d'identifier vos forces personnelles. Parce que au-delà des HPI, vous avez aussi des forces qui sont plus personnelles. Et pour vous, ce qui est très important, c'est d'identifier ces forces pour vous appuyer dessus de façon à pouvoir définir votre projet professionnel. C'est aussi de clarifier vos objectifs professionnels, les rendre réalisables, d'identifier des pistes pour les atteindre. C'est aussi de réussir à vous engager durablement vers l'atteinte de ces objectifs. Je ne vous avais pas parlé de ce sujet, mais la procrastination, c'est un sujet très fréquent chez les HPI. Et donc, la masterclass avec la dynamique de groupe, bah, c'est ça qui vous aide. Et puis il y a aussi le soutien moral hein, entre les pairs qui fait que bah, ça vous permet de rompre cet isolement dont on parlait tout à l'heure. C'est aussi le fait de, ben, quelque part, bénéficier, de vous créer un réseau durable de confiance de personnes qui vous comprennent, avec qui partager, et peut-être qui vous aideront, pourquoi pas, à retrouver un emploi ou à créer votre entreprise. Alors, comment ça se passe concrètement? Eh ben, c'est 4 journées en présentiel, c'est des groupes de 6 mini, 10 maxi. Il y a une session à Paris qui va démarrer le 24 mars prochain, une session à Lyon qui va démarrer le 3 novembre prochain, donc 2026. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh ben, c'était à peu près tout. Et je voulais parler de messages personnels. Voilà. Alors, j'ai ma petite diapo là qui est, c'est la BBC, c'est Radio Londres. Alors, c'est quoi ces messages personnels? Ben, c'est pour toutes celles et tous ceux qui sont là. Alors, peut-être il y en a qui sont pas là, mais c'est pas grave. Virginie, je ne sais pas si vous êtes là. J'ai envie de dire, et si votre faux self était lié pas seulement au refoulement de vos émotions, mais aussi à votre formidable capacité d'adaptation pour survivre à ce monde dont vous voyez toutes les violences et les faussetés. Marie-Agnès, je ne sais pas si vous êtes là non plus, j'ai pas vu. Et si vous preniez conscience de la haute valeur de vos intuitions, de votre aptitude à mener des projets complexes, comment ça influencerait votre projet professionnel? Alors Audrey, il y en a deux, donc je vais commencer par Audrey C. Et si tout était possible pour que vous osiez candidater au bon niveau de poste et dans le bon environnement managérial, à quoi ça ressemblerait? Alors, Audrey A. Et si je vous disais que pour gérer vos peurs, comme celle de l'insécurité financière, il fallait aller la regarder en face, comment et avec qui vous souhaiteriez le faire? Delphine, et si je vous disais que c'est en ne faisant rien que vous êtes la plus productive, comment ça vous aiderait à canaliser votre cerveau envahissant? Goni Sonki,
Et si le fait d'exprimer votre pleine puissance n'était pas incompatible avec votre réserve et votre humilité naturelle, qu'est-ce que ça vous permettrait de viser comme nouvel objectif? Aude, et si pour cibler votre projet professionnel et vos recherches d'emploi, vous avez besoin d'apprendre à mieux vous connaître et mieux vous faire confiance, par quelle action concrète commenceriez-vous? Anaël, qui est là. Et si, pour être plus écouté et mieux reconnu pour vos idées, vous aviez besoin de mieux vous accepter, comment ça impacterait votre travail sur vous-même? Tatiana, et si votre sentiment d'imposture était lié au fait que vous n'avez pas encore rencontré de personnes aptes à voir tous vos potentiels et surtout à vous aider à en prendre conscience? Wendy, et si je vous disais que la prudence et la sécurité ne sont pas forcément incompatibles avec audace et changement, qu'est-ce que ça permettrait pour vous, Wendy? Christelle, et si le regard et les conseils des autres n'étaient pas pertinents pour vous, malgré toutes leurs intentions positives à votre égard, comment ça vous aiderait à mieux vous retrouver? Cécile, et si vous vous protégiez de certaines relations et privilégiez celles qui vous acceptent comme vous êtes, qu'est-ce que ça vous permettrait? Alain, puisque votre objectif c'est surtout de vous connecter à d'autres personnes comme vous, eh bien je vous annonce en avant-première la création prochaine d'un club avec des animations en présentiel. Alors c'est en plus de la masterclass dont je vous diffuserai plus d'infos très bientôt. Julien, et si je vous disais qu'un accompagnement en coaching de HPI doit forcément déboucher sur des résultats rapides au bout de 3 à 5 séances, qu'est-ce que ça vous inspire? Puisque vous avez déjà goûté au coaching. Sabine, et si vous n'aviez pas forcément besoin de prospecter au premier sens du terme pour développer une activité d'indépendante, qu'est-ce que ça débloquerait pour votre carrière? Emma, et si c'était possible de retrouver un patron qui vous ressemble et vous protège, qu'est-ce que ça débloquerait en vous pour réussir à les identifier et les convaincre de vous embaucher? Catherine, j'ai bientôt fini, hein. Et si vous osiez exprimer votre pleine puissance, car elle a beaucoup à apporter au monde, et si vous commenciez par vous occuper un peu plus de vous? Magali, et si la clé pour vous était de bien choisir les challenges et les difficultés dans lesquelles vous vous engagez? Et si je vous disais que vous pouvez combiner à la fois challenge, facilité, plaisir, comment ça influencerait votre choix de carrière? Amélie, et si je vous dis que la clé pour dépasser vos blocages en prospection commerciale repose sur le fait d'apprendre à mieux vous assumer, quel sentiment et quelle envie ça vous donne? Christophe, et si pour sortir de l'isolement, il vous fallait commencer par mieux choisir vos connexions humaines et parfois vous protéger de certaines personnes? Anne-Sophie, et si pour ne pas larguer vos interlocuteurs du codir, il vous fallait non pas apprendre à mieux les connaître, mais à mieux vous connaître vous, comment vous feriez-vous? Frédéric, et si pour sortir de votre système et mieux vous épanouir, il vous fallait d'abord travailler sur vous-même, par quoi commenceriez-vous? Benjamin, et si te poser autant de questions était justement le passage obligé pour trouver la solution pour le futur de ta carrière, comment t'aborderais cette phase? Voilà. Alors, comme encore une fois, je vous ai proposé tout à l'heure la possibilité d'un rendez-vous gratuit et sans engagement après le webinaire. Et je vous remets donc du coup, je vais arrêter le partage parce qu'en fait, j'en ai plus besoin. Je vous remets à nouveau le lien vers mon agenda dans le chat, en tout cas dans vos systèmes de questions-réponses. Et je vais aller voir les questions que je n'ai pas encore vues. Alors. Anaël, le fait d'échanger avec des gens comme nous qui ont la même façon de penser, on se sent moins seul et plus légitime. Absolument. Merci, Anaël. Wendy, comment le projet professionnel est-il possible pour un HPI de se stabiliser au travail? En 21 ans, j'ai fait 5 entreprises dans des domaines variés. Eh bien, Wendy, j'ai envie de vous dire, et alors? Où est le problème? Où est le problème de faire 5 entreprises dans des domaines variés, voire 10 postes différents en 20 ans? Moi, je vois pas où est le problème. Si c'est votre choix. Bernard, je comprends maintenant pourquoi vous voulez parler avec les participants à l'avance. Voilà. Ben oui. Voilà, voilà. Ok. Alors, je crois que j'ai balayé toutes les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Est-ce que vous voulez partager un petit message avant qu'on se quitte? Et désolé pour ce retard, un quart d'heure. Je m'en excuse. Donc, dès ce soir, vous aurez le replay, le lien vers le replay, à nouveau le lien vers mon agenda. Voilà. Eh ben, il n'y a pas d'autres questions? Eh ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va... Génial l'idée du club. Oui, ben, je vais vous en parler très bientôt. Sophie, ma difficulté majeure est de ne pas savoir comment faire pour ne pas me surcharger. Eh ben, peut-être qu'il faut en parler de vive voix tous les deux. Sophie, n'hésitez pas à prendre rendez-vous juste après le webinaire. Et d'ailleurs, je vous redis, si jamais vous avez besoin de prendre rendez-vous, vous pouvez le faire aussi via mon profil LinkedIn. Sur mon profil LinkedIn, il y a le bouton prendre rendez-vous, hein. Donc voilà, il y a pas, c'est le même lien que celui que je vous ai envoyé.
Pas de masterclass en visio. Non, parce que pour deux raisons. Parce que d'abord, moi, je ressens le besoin de présentiel et je fais tous mes coachings quasiment en distanciel, hormis un ou deux rendez-vous au début éventuellement. C'est ce qui fait que je ressens ce besoin de présentiel. Et d'autre part, dans le collectif, j'estime que le présentiel est important pour vraiment qu'il y ait cette dynamique, pour avoir expérimenté à de nombreuses reprises de l'animation, de formation en distanciel. Je trouve que c'est épuisant pour tout le monde et c'est beaucoup moins efficace. Alors, c'est le temps des remerciements. Merci Anaël. Oui, pour ceux qui sont loin, ben, je comprends bien effectivement. Alors les tarifs des masterclass de mémoire, il y a trois tarifs. Le tarif entreprise, si vous vous faites financer par votre entreprise, ça doit être 2000, mais vous trouvez tout sur mon site internet. Je vais vous renvoyer le lien. 1500 ou 1600, je sais plus, c'est pour les indépendants et enfin les indépendants qui vivent de leur activité, hein. Et pour les personnes qui s'autofinancent ou pour les indépendants qui n'ont pas encore suffisamment de chiffre d'affaires, eh bien, je fais un tarif de 1200 euros. Voilà. Eh ben, écoutez, merci à vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, ben, je vous dis peut-être à très bientôt si on a la chance de rééchanger, que ce soit à court terme ou à long terme. Et puis, bon vent d'une façon générale. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas d'autres. Merci, merci, merci. Très bonne soirée à vous. Alors, où est-ce qu'on quitte? On quitte là. Voilà.